Comment est-ce qu'on mesure objectivement une expérience aussi subjective, aussi personnelle que la douleur? C'est une question qui est vraiment au cœur de tout, entre le ressenti humain et la technologie. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. La douleur, on la ressent, mais elle ne se voit pas. Alors comment la quantifier? Pour un médecin, pour un thérapeute, c'est un vrai défi de comprendre son impact réel. Voyons un peu comment on peut relever ce défi. Pour bien comprendre de quoi on parle, rien de mieux qu'un cas concret. Alors plongeons dans l'histoire d'un homme dont le quotidien a été complètement bouleversé par la douleur. Lui, c'est Maroun Bekkay. Il a 47 ans. Son métier, maçon, est extrêmement physique. Et ça fait plus d'1 an qu'il est en arrêt de travail. Sa vie de tous les jours est maintenant rythmée par une douleur qui ne le lâche plus. Quand il décrit ce qu'il vit, on comprend tout de suite. Il parle d'une douleur constante à l'épaule et au coude droit qu'il note entre 6 et 7 sur 10. Et ça, c'est sans compter les nuits où elle s'intensifie. Le diagnostic a confirmé une tendinopathie, ce qui cause une gêne fonctionnelle importante. En clair, les gestes les plus simples sont devenus un véritable combat. Mais voilà, la douleur, ça n'est pas juste une articulation ou un muscle qui fait mal. Ça se propage à tout le reste, à toute la qualité de vie. Alors comment on fait pour mesurer ça? Pour ça, il existe un outil standardisé développé par l'OMS, le WHQOL Bref. L'idée, c'est qu'au lieu de simplement demander « où est-ce que ça fait mal ?», ce questionnaire va beaucoup plus loin. Il explore la santé physique, bien sûr, mais aussi le bien-être psychologique, les relations sociales, l'environnement, bref, une vision à 360 degrés. Et le score de M. Bekkay tombe 46,2 sur 90. Ce chiffre peut paraître un peu froid, un peu abstrait comme ça, mais en réalité, il raconte une histoire, celle d'une qualité de vie qui est très, très dégradée. C'est la quantification de son mal-être. Et quand on regarde dans le détail, c'est encore plus révélateur. La santé physique et le bien-être psychologique sont les plus touchés, avec des scores extrêmement bas, 8 sur 20 pour les deux. C'est la preuve, noir sur blanc, que la douleur physique ronge aussi le moral. Et sa perception de sa propre santé? Pareil, très faible, 2 sur 5. Bon, jusqu'ici, on a écouté son histoire, son ressenti. Une histoire qui est validée par ses scores de qualité de vie. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut trouver des preuves objectives, des données chiffrées, directement dans le corps? Et c'est là que la technologie entre en scène. On a réalisé une évaluation fonctionnelle, la PPS, en utilisant des capteurs connectés. L'objectif, c'est de traduire les sensations et les limites de M. Bekkay en mesures précises, impartiales, en données brutes tout simplement. Concrètement, ça se passe comment? C'est une batterie complète de tests, très standardisée. Chaque mouvement, que ce soit la force pour serrer la main ou pour lever l'épaule, est mesuré par des capteurs qui vont analyser la force maximale, la rapidité, l'endurance. Alors, qu'est-ce que ces données nous révèlent? Elles vont nous permettre de comparer la force de son côté droit, le côté douloureux, à celle de son côté gauche, qui lui est sain. Et les résultats, eh bien, ils sont très parlants. Premier chiffre clé. On observe un déficit de presque 37% sur la flexion de l'épaule. C'est le mouvement qu'on fait pour lever le bras vers l'avant. Pour un maçon, qui doit lever des outils, des briques, c'est une perte de capacité qui est juste énorme. On passe à la main. Là, c'est un déficit de 46% sur la force de la pince du pouce. Le point crucial ici, c'est la précision et surtout la sécurité. Comment on peut tenir fermement un marteau ou une truelle avec une main qui a perdu près de la moitié de sa force? Et là, on arrive au chiffre le plus impressionnant. Presque 50% de force en moins sur la flexion de l'avant-bras. C'est le mouvement de base pour plier le coude, pour soulever, pour porter. Perdre la moitié de sa force sur un geste aussi fondamental pour son métier, c'est tout simplement invalidant. Ce tableau, finalement, il résume toute l'ampleur du problème. On ne parle pas de petits écarts, mais bien de déficits majeurs. La symétrie est systématique, elle est significative et elle confirme que son côté droit est tout simplement incapable de répondre aux exigences de son travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? On a les mots du patient, les scores de qualité de vie et maintenant des données objectives de force. Comment tout ça s'assemble pour tracer un chemin pour la suite? La conclusion du rapport, elle, est sans appel. Elle dit que M. Bekkay présente des signes cliniques et fonctionnels perturbés de manière importante. En d'autres termes, les données objectives viennent confirmer et surtout quantifier l'histoire subjective du patient. À partir de là, on peut enfin établir un plan d'action clair. Les données valident l'altération fonctionnelle, elles expliquent aussi que son état s'aggrave avec la fatigue et le déconditionnement lié à l'inactivité. Et puis il y a un point très humain qui ressort, malgré tout ça, il est très désireux de vouloir reprendre son activité professionnelle. La recommandation est donc logique, il faut adapter sa prise en charge et surtout réévaluer sa situation professionnelle, peut-être vers un poste adapté, en s'appuyant sur ces données concrètes. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. L'histoire de M. Bekkay, elle suggère une réponse assez claire. Face à une douleur qui est invisible, les données ne vont pas la guérir, c'est certain. Mais elles lui donnent une voix, une objectivité,
elles la rendent visible aux yeux de tous. Et ça change tout.